Europe 1. Vaste programme, disait l'autre. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les socialistes en font-ils un peu trop sur la reconnaissance française de l'État palestinien le 22 septembre prochain devant les Nations Unies à New York? Hier, sur X, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a appelé à faire, je cite, flotter le drapeau palestinien sur nos mairies à cette occasion. Réaction du CRIF par la voix de son président Yonatan Arfi. La France a besoin d'apaisement, pas de surenchère démagogique et clientéliste. Ouais, l'apaisement qui n'était pas au programme du tout à Madrid hier pour la dernière épreuve de la Vuelta, le Tour cycliste d'Espagne, interrompu par des milliers de manifestants. 100 000 personnes sur la ligne d'arrivée, anti-israéliens, pro-palestiniens, qui ont perturbé plusieurs étapes du Tour pour réclamer à chaque fois l'exclusion de l'équipe israélienne Première Tech. Face au chaos ambiant, l'épreuve a dû être stoppée à une 50aine de kilomètres de la fin, Antoine Bienvaux. Oui, il est environ 18h, hier en plein centre de Madrid, lorsque les manifestants, drapeaux palestiniens à la main, forcent les barrières de sécurité et envahissent la route de la Vuelta. Immédiatement, le peloton est arrêté pendant que certains coureurs échappés sont violemment stoppés par les manifestants. La ligne d'arrivée étant devenue impraticable, les organisateurs décident finalement d'arrêter l'étape au grand regret du maire de Madrid, José Luis Martínez Almeida, interrogé par la radio espagnole. C'est vraiment très triste, c'est incroyable de voir ça. Maintenant, il va falloir établir les responsabilités, parce qu'il y a des dirigeants politiques de premier plan qui ont lancé des messages irresponsables avant la course. Et la seule chose qu'ils ont faite, c'est de mettre en danger les coureurs. L'image que nous renvoyons aujourd'hui est lamentable. Quelques heures avant l'étape, le Premier ministre espagnol de gauche, Pedro Sánchez, avait exprimé son admiration envers les manifestants qui, pendant 3 semaines, ont perturbé la Vuelta. 2 députés de premier plan du parti d'extrême gauche Podemos ont aussi été aperçus parmi les manifestants hier, près de la ligne d'arrivée. Antoine Bienvaux et le chef du parti d'opposition de droite en Espagne a fustigé, je cite, une honte internationale. Frédéric Simon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv, en direct avec nous. Quelles sont les réactions ce matin en Israël ? Eh bien, ce qui a outré les dirigeants israéliens, c'est le soutien apporté aux manifestants pro-palestiniens qui ont perturbé le bon déroulement de la Vuelta par les membres du gouvernement espagnol, à commencer par le Premier ministre Pedro Sánchez. Sur le réseau social X, le chef de la diplomatie israélienne, Gideon Sa'ar, a réagi en hébreu, en anglais et aussi en espagnol. Il y a plusieurs jours, écrit-il, le Premier ministre espagnol regrettait que l'Espagne ne disposait pas de l'arme atomique pour stopper Israël, et aujourd'hui, il encourage les manifestants à prendre les rues. La foule pro-palestinienne a entendu les messages d'incitation et a sabordé la Vuelta, annulant un événement sportif qui avait toujours été une source de fierté pour l'Espagne. Le ministre israélien conclut par cette accusation sans appel: Sánchez et son gouvernement, une honte pour l'Espagne. Sur le même réseau social, Gideon Sa'ar n'a pas hésité à relayer les condamnations de personnalités du principal parti d'opposition espagnol, le Parti populaire. Une étape, une de plus, dans la dégradation des relations entre les deux pays, entamée depuis plusieurs mois et qui avait atteint son apogée la semaine dernière, lorsque Madrid avait décrété un embargo total sur les ventes d'armes à l'État hébreu. Merci Frédéric Simon à Tel Aviv pour Europe 1. Notez que la Vuelta a tout de même un vainqueur, le cycliste danois Jonas Vingegaard. À Paris, une cour d'assises spéciale pour juger 3 femmes djihadistes à partir d'aujourd'hui. Jugées pour association de malfaiteurs terroristes, toutes 3 font partie de la sphère des frères Klein et sont suspectées d'avoir rejoint les rangs de l'État islamique dans les années 2010. Jean-Baptiste Marty. Tout appartiennent à la nébuleuse djihadiste toulousaine téléguidée par les frères Klein dans les années 2010. Des frères aujourd'hui annoncés morts, et toutes ont rejoint l'État islamique avec leurs maris respectifs entre 2010 et 2013. En Syrie, elles sont soupçonnées d'avoir participé activement au développement de Daesh avant finalement de vouloir fuir en 2019 après la débâcle de Baghouz. Elles sont arrêtées cette même année à la frontière turco-syrienne puis renvoyées en France dans la foulée avec leurs 9 enfants. Tous aujourd'hui placés, jugés pour association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation de plusieurs crimes, toutes en cours jusqu'à 30 ans de prison et 45 000 € d'amende. Jean-Baptiste Marty, le procès doit durer jusqu'au 23 septembre. Les accusés en cours jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Et vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05. La pétition de Philippe de Villiers pour un référendum sur l'immigration continue son ascension. Déjà plus de 870 000 signatures en une semaine. Laurent Wauquiez, le patron des députés LR, a annoncé l'avoir signé. L'immigration dans le viseur de Marine Le Pen. Hier, elle a dénoncé les mesurettes sympathiques
politique mais homéopathique du Premier ministre. Sébastien Lecornu a renoncé à la suppression de 2 jours fériés et veut mettre fin aux privilèges accordés à certains anciens ministres. Mais pour la chef de file des députés RN, qui s'est exprimée devant 6000 militants à Bordeaux lors de la rentrée politique du parti, il est surtout urgent de s'attaquer, je cite, au coût de l'immigration. Marine Le Pen qui a promis hier la censure du Premier ministre, probablement dans quelques semaines ou dans quelques mois. Oui, Marine Le Pen qui sera demain matin l'invité politique de Sonia Mabrouk à 8h10, juste avant de se rendre à Matignon. Aujourd'hui, le Premier ministre reçoit la CGT. Après la mobilisation ratée de mercredi dernier, marquée par des violences, des dégradations, un nouveau mouvement social s'annonce ce jeudi. Cette fois, ce sont les syndicats en retrait lors de la journée du 10 qui appellent à la manifestation et à la grève. Barthélémy Philippe. Oui, CFDT, CGT et FO, l'intersyndicale donne rendez-vous pour des manifestations dans plusieurs centaines de villes. Objectif, faire pression sur le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu afin qu'il enterre le budget Bayrou et qu'il propose une copie plus favorable aux classes moyennes et populaires. Des économies, les syndicats ne sont pas contre, mais pour eux, l'effort doit d'abord porter sur les riches et les grandes entreprises. La mobilisation s'annonce forte, sans doute au-delà des 200 000 manifestants du 10 septembre, d'autant que ces derniers pourraient se greffer aux cortèges syndicaux. Bien entendu, la France va tourner au ralenti. Jeudi noir dans les transports en commun. Tous les syndicats de la SNCF et de la RATP appellent à la grève, tout comme la CGT et la CFDT chez Air France. Un jeudi galère aussi pour les parents, avec des classes, voire des écoles fermées. Les syndicats d'enseignants appellent à débrayer. Enfin, le coup de rabot sur les dépenses de santé du budget Bayrou a braqué les pharmaciens. L'intersyndicale de la profession les appelle à déserter leur comptoir pour se joindre aux manifestations. Barthélémy Philippe notait que le principal syndicat des contrôleurs aériens qui avait appelé à la mobilisation a finalement renoncé dans l'attente d'un nouveau gouvernement. Mobilisation bel et bien prévue en revanche pour les agriculteurs. La FNSEA appelle à un mouvement de grève le 26 septembre prochain. Nous partons dans les Bouches-du-Rhône. L'inquiétude des familles des 73 résidents de l'EHPAD du Clos Saint-Martin sur le point de fermer ses portes. L'établissement a été jugé indigne et dangereux par l'ARS et le conseil départemental qui ont recensé des cas de maltraitance institutionnelle. Davantage de précisions doivent être données dans les minutes qui viennent aux familles des résidents qui ne comprennent pas cette décision. Reportage de la correspondante d'Europe 1, Éléonore Richard. Cet anonyme a perdu sa maman il y a 4 ans dans l'EHPAD. Pour elle, les négligences ne datent pas d'hier. Elle me racontait tout. Elle me disait, je suis restée dans ma couche longtemps. Elle était bourrée d'escarres, enfin un truc de malade. Mais même pas, ils ont une bouteille d'eau. C'est moi qui y achetais les bouteilles d'eau qui y amenaient. Le locaux, c'était dégueulasse, c'est infect. Anne a bien constaté un manque de personnel, mais jamais de maltraitance sur son oncle, résident depuis 12 ans. Comme la majorité des familles croisées ce jour-là, elle ne comprend donc pas la fermeture et la redoute. Ça m'inquiète, je ne sais pas où il va aller, je ne sais pas comment il va réagir. Il n'y a pas que mon oncle, je pense qu'il y a beaucoup de gens à l'intérieur qui sont fragiles et que ça va perturber. Les réparations auraient dû être faites au fur et à mesure tant que les gens étaient là. Là, c'est fait à la dernière minute. Cet été, un résident a fugué et décédé. Un second s'est suicidé, puis une tentative de suicide. Pascal Monteco, maire de la commune, a lui-même fait des signalements à l'ARS. Un soulagement parce qu'on rame depuis quand même plus que des mois, avec beaucoup moins de moyens, moins de cadres de santé, des directeurs qui sautent à tout va, et puis les derniers mois qui ont été très choquants. L'édile espère qu'un repreneur prenne le relais d'ici quelques mois. Éléonore Richard, Pélissane, Europe 1. Et on a noté qu'en attendant, les résidents seront relogés. C'était il y a 50 ans le lancement de Ligne Ouverte, la toute première émission de libre antenne d'Europe 1. Animé à l'époque par Gonzague Saint-Brice, il s'était confié des années plus tard à Europe 1 sur les débuts de cette émission. Par exemple, le cambrioleur qui m'appelle d'un appartement qu'il est en train de cambrioler. Non. Je suis assis dans le canapé, je viens de me servir un whisky, j'ai un tableau de Manet, j'ai un tableau de Monet. Ça, c'est de la libre antenne, ça. C'est de la libre antenne. C'était la voix de Gonzague Saint-Brice en 1975. On va fêter les 50 ans de la libre antenne en podcast sur Europe 1, sur le site Europe 1, sur l'appli Europe 1. Vous pouvez dès à présent découvrir ces mémoires de Gonzague Saint-Brice et pas que. Merci beaucoup, Fanny Marceau. C'était votre journal.